Alors, mesdames, messieurs, je pense que vous attendez le bilan de la décennie que Madame Louise Roy va nous faire à l'instant. Madame Roy, c'est à vous. Alors, peut-être d'abord dire un gros merci à Raphaël Fischler. Vous savez, quand on est au quotidien, dans nos dossiers, les gens du secrétariat à l'office, les commissaires, on n'a pas cette capacité tout à coup de se dégager et de poser ce regard qui nous permet de nommer les choses, nommer les fonctions, nommer le cadre dans lequel on intervient. Ce que Raphaël Fischler a fait aujourd'hui va être très utile pour nous à l'Office parce qu'il a réussi à faire apporter ce regard-là en le rattachant à l'histoire. Alors, merci beaucoup. Et puis, en même temps que je dis merci à Raphaël Fischler, j'aimerais ça que vous invitez, parce que dans la salle, il y a des gens qui viennent à la fois des services de la ville, il y a des gens qui viennent de chez les promoteurs, il y a des élus, il y a des représentants des groupes communautaires, des chercheurs, des universitaires. Donc, nous dire comment vous recevez tout ça. C'est évidemment, on est dans un contexte festif et puis tout est beau, tout est bien, mais on le sait au quotidien que parfois les rouages y grincent un peu plus. Alors, l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'était vraiment d'essayer d'améliorer les pratiques, d'améliorer ce dialogue qu'on considère important pour l'amélioration aussi de l'urbanisme à Montréal. Alors, j'aimerais ça que vous preniez la parole et puis qu'on sente s'établir ce dialogue-là. Et moi, je vais essayer de vous donner un petit contexte en, justement, vous faisant état. Évidemment, faire un bilan de 10 ans d'intervention, c'est énorme, mais je vais quand même essayer de vous donner des éléments majeurs là, pour essayer, que la discussion puisse se faire par la suite en ayant des données entre les mains. Alors, je vais rappeler un peu le passé, parler du présent, et puis à nous, par la suite, de discuter de l'avenir. On y va, Jimmy, avec un petit rappel historique. L'Office est né à la suite d'une décennie d'organisation du tissu social montréalais et aussi de revendications sur les enjeux urbains. Alors, dans les années, on a fait nous aussi une petite recherche, là, dans les années 70 à 80, il y a eu tout un foisonnement d'activités à Montréal, constitution de groupes communautaires, constitution d'associations qui se sont mis à revendiquer auprès du maire Drapeau à l'époque, qui effectivement travaillait beaucoup avec les élites, une plage et une plateforme et des forums de consultation des citoyens sur les enjeux urbains, logement, sécurité, aménagement du territoire. Et donc, on souhaitait qu'il y ait association des citoyens à la gestion des enjeux urbains. Le Bureau de consultation de Montréal a été la première institution qui a vu le jour et donc la première initiative d'institutionnalisation de la consultation publique à Montréal. Après son remplacement par la Commission sur le développement urbain de Montréal, vous vous rappellerez que c'était l'organisme que l'administration Bourque avait choisi à l'époque pour travailler avec les citoyens sur l'urbanisme et l'aménagement urbain. Il y a eu des plaintes qui se sont exprimées de la part de différentes sphères dans la société montréalaise, parce qu'on trouvait qu'à la fois les élus étaient juges et parties dans cette opération-là de consultation. Ils s'étaient déjà prononcés en partie sur des projets et on leur demandait de consulter les citoyens. Donc, il y a eu des plaintes sur le manque d'impartialité des élus et aussi sur la manière dont les consultations se déroulaient. Et ça a été ce qui a généré de la part de l'administration Bourque une décision en faveur de la mise sur pied de la commission Tremblay. Et suite à la commission Tremblay, recommandation pour mettre sur pied un organisme de consultation publique, un office de consultation publique indépendant, neutre, et le gouvernement du Québec a repris cette recommandation-là. Madame Harel était ministre des Affaires municipales à l'époque et l'office a été créé en 2002. Donc, chez nous, on a tendance à dire qu'on a un père, qui est M. Tremblay, puis une mère, qui est Mme Harel. Alors, qu'est-ce que l'Office de consultation publique? Je vous donne un peu notre manière de définir notre mission. On la définit autour de 3 grands volets.
tiers neutre et indépendant, fabrique de consultation publique, lieu de réflexion sur les pratiques. Je vais avoir l'occasion de revenir sur chacun des éléments. Peut-être vous dire que depuis 2002, le champ d'application des consultations publiques gérées par l'Office s'est beaucoup modifié. Entre 2002 et 2006, juste pour vous donner une idée, il y a 40 des 61 consultations qui ont été menées à l'Office qui se sont déroulées dans une seule soirée. Alors, c'est vous dire qu'à l'époque, l'Office travaillait jusqu'à 2004, je dois dire, sur toutes les modifications au plan d'urbanisme et au règlement d'urbanisme. Donc, il y avait des plus petits dossiers, des plus gros dossiers, mais à partir de 2004, les dossiers se sont complexifiés. On a restreint le champ d'intervention de l'Office aux grands projets urbains, aux politiques, aux plans. Alors, on a eu moins de mandats, mais ça a été des mandats plus complexes. Encore pour vous donner juste une idée en termes de chiffres, en 2011 et 2012, il y a eu 22 consultations publiques qui se sont tenues et 10 de ces consultations-là ont porté sur des exercices de planification, des programmes particuliers d'urbanisme, des plans ou des documents apparentés. Et il y a eu 4 exercices d'amont entre 2011 et 2012 qui se sont réalisés. Alors, donc, on est passé de tous les projets à moins de projets soumis à la consultation par l'Office, mais projets plus complexes. Et puis là, il y a une tendance, effectivement, à amener des consultations publiques en amont avec une participation de l'Office aux consultations dans un contexte ou dans un exercice de planification. Quels sont les objectifs qu'on poursuit pour essayer de mettre en œuvre notre mission, le volet de notre mission qui est celui d'être un tiers neutre et indépendant? On poursuit 3 grands objectifs autour de ce volet-là. Et ces 3 objectifs, ils se traduisent dans nos méthodes, dans nos approches, dans nos outils de consultation. Et vous les avez à l'écran: transparence des débats, équité du traitement des opinions, regard documenté sur les points de vue exprimés et les enjeux. Et là, je rejoins, j'imagine, en partie les commentaires de Raphaël Fischler. Le fameux regard documenté, pour nous, là, et ce que ça veut dire, c'est à travers l'exercice que les commissaires font, il y a une recherche de gains collectifs. Et donc, on essaie de se rapporter aux politiques municipales existantes. On essaie, à travers l'expression de points de vue qui souvent s'accrochent à des intérêts personnels, et c'est pas mauvais, là, c'est normal, d'aller chercher ce gain collectif. On essaie aussi de permettre aux citoyens un apprentissage de la citoyenneté, de l'exercice de la citoyenneté. Et ça aussi, c'est très important. Donc, qu'ils aient la capacité de s'informer mieux pour bâtir des opinions qui seront plus influentes parce qu'elles seront mieux documentées. Et c'est intéressant, tantôt, quand M. Fischler, je m'amusais toute seule à l'écouter, quand M. Fischler disait qu'il faudrait que l'Office s'organise pour avoir l'expertise voulue en urbanisme si jamais il y avait extension de ses mandats. Il y a des jeunes urbanistes chez nous ou des jeunes urbanistes qui ont travaillé chez nous puis qui ont peut-être bougé, là, il y en a qui sont dans la salle ici aujourd'hui, qui m'avaient un jour recommandé de mettre sur le pied une session de formation festive à l'urbanisme, aux notions d'urbanisme pour les citoyens. Et de faire en sorte donc que le niveau de compréhension des citoyens montréalais des grandes notions de base de l'urbanisme s'améliore. Et il n'y avait pas loin de quelque chose comme ça dans les propos de monsieur Fischler, ou en tout cas, ça pourrait effectivement être un défi qu'on puisse se fixer. En tout cas, chez les jeunes urbanismes, ça apparaissait assez évident que ce genre de choses devait être fait. Alors donc, voilà les 3 éléments, les 3 objectifs qu'on poursuit, puis je vais vous dire tantôt qu'est-ce qu'on pense avoir réalisé et quels sont les défis. La fabrique de consultation publique. Alors, pour l'objectif qu'on poursuit dans ce cas-là, c'est de constamment développer une compétence en regard de processus de consultation qui sont diversifiés, adaptés et performants.
pas seulement en rejoignant le plus grand nombre, mais aussi en favorisant un dialogue fructueux, un débat qui est rigoureux, puis un examen qui est approfondi. C'est vraiment les deux. Et c'est dans ce sens-là qu'on a développé des outils de communication et des outils de débat pour répondre aux objets principaux de nos mandats. Et juste pour vous donner un exemple, rappelez-vous qu'on est passé, par exemple, au niveau des outils de communication, du dépliant qu'on envoie un peu partout, à l'utilisation des médias sociaux, mais en passant aussi par des démarches de participation beaucoup plus complexes, comme celle qu'on avait mis sur pied. Celle qui est peut-être la plus connue, c'est celle de Griffintown, mais il y a eu celle des ateliers du CN, il y a eu le dossier Namur-Jean Talon aussi, que maintenant on appelle le triangle, puis où il y a plein de tours qui sont en train de grimper, qui a été l'objet de démarches complexes et de pratiques nouvelles. Et là, on est en train de travailler sur un programme particulier d'urbanisme dans le secteur de Saint-Raymond, c'est-à-dire tous les alentours du Centre universitaire de santé McGill, qui va aussi comporter des expériences nouvelles. Troisième volet de notre mandat, le lieu de réflexion sur les pratiques. On se fait un devoir de veille sur les meilleures pratiques. Et ça, c'est important. Ce qu'on se dit à l'Office, c'est les belles découvertes qu'on va faire, on ne les garde pas pour soi. On les partage, on essaie de faire en sorte que le plus de gens intéressés par les pratiques de consultation possibles puissent bénéficier de ce qu'on trouve. Alors, on le fait de plusieurs manières. D'abord, en essayant de garder la mémoire des résultats des débats. Et ça, on l'a fait par le biais des cahiers de l'Office. Certains d'entre vous en ont peut-être lu. Je pense qu'on est rendu à notre 3e ou à notre 4e. Et on l'a fait aussi par le biais de colloques de partage d'expériences. On a commencé par des expériences à l'intérieur de la Ville de Montréal. On est allé à des expériences étrangères l'année passée. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que les villes phares à travers le monde qui s'intéressent en consultation publique puissent nous livrer leurs secrets. On a actuellement un programme de coopération avec la ville de Lyon, qui, à mon avis, est une des villes phares très intéressantes en matière de participation publique. Et on a déjà pris contact, on a intégré Luc Gagnon à nos échanges avec la ville de Lyon en se disant que les services d'urbanisme de la ville de Montréal en profiteraient aussi. Évidemment, nous, on le voit sous l'angle de la consultation publique, là, justement pour faire en sorte que leur façon de faire, on puisse les évaluer et puis éventuellement les adapter chez nous. Il ne s'agit pas de les copier, là, mais voir si ça peut être intéressant chez nous. Je vous propose de poursuivre la réflexion. Ça, c'est, en fait, je vous ai parlé là, de les trois volets de notre mission, de la manière dont on les voyait. Je vous propose de poursuivre le bilan autour de deux grands pôles. L'Office Espace public de dialogue utile et l'Office Forum égalitaire et inclusif. Et à chaque fois, je vais essayer de vous dire ce qu'on pense avoir accompli et qu'il faut consolider, mais où sont les défis aussi. Alors, un espace public de dialogue utile. Premièrement, ce qu'on cherche à faire, c'est un accès plus facile au plus grand nombre. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme étant nos acquis? On a développé une gamme de moyens où on est passé du dépliant classique, comme je vous ai dit, aux médias sociaux. Et pensez aux bandes passantes dans le métro, aux journaux spécialisés. On a développé des listes très spécialisées aussi d'intervenants intéressés, une newsletter. On commence à travailler avec un certain succès dans les médias sociaux. On a aussi voulu apporter une attention très particulière aux moins favorisés. On a des documents corporatifs en langage simplifié, en langue des signes québécois et en braille. Alors, ça, c'est des choses qu'on pense avoir fait. Mais on est bien conscient qu'il y a des publics qui sont absents chez nous. On a de la difficulté à rejoindre les jeunes. On a des efforts à faire pour rejoindre les communautés culturelles. Ça nous apparaît très clair. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quel point ou jusqu'où il faut aller dans les efforts pour rejoindre les publics qui sont plus difficiles à rejoindre.
on n'est pas très bon, mais on n'est pas complètement mauvais non plus auprès de ces publics-là, mais jusqu'à quel point il faut aller pour que, d'après vous, la consultation soit valable? On se fait souvent poser la question de la représentativité de l'opinion. Les gens disent « Oh, il y a juste ceux qui sont contre qui vont chez vous. » Il y a des chercheurs qui ont fait la démonstration que ce n'était pas vrai, que c'était juste des gens qui étaient contre qui venaient chez nous. D'ailleurs, on peut vous dire qu'on a des statistiques assez intéressantes qui font la démonstration d'une grande rotation des gens à l'Office de consultation publique. Mais est-ce qu'il faudra aller plus loin pour avoir une bonne représentativité de l'opinion? Maintenant, il y a des gens qui utilisent les vox pop sur une base assez régulière. Des moyens de masse, donc, qui utilisent Internet différemment de ce qu'on fait. Nous, on essaie d'être très prudents pour ne pas aller chercher juste la couche supérieure de l'opinion des gens. Là, en fait, on pourrait dire la crème sur le café. Là. On essaie que ça aille en profondeur. On les invite toujours à s'informer, à aller sur le site, voir de la documentation, parce qu'on trouve ça important qu'avant de prendre position, les gens aient une bonne connaissance du dossier. Alors, est-ce qu'on devrait, comme c'est le cas, par exemple, souvent dans les campagnes des politiciens américains, hein, vous avez vu, ils jouent avec ça, ils vont chercher un certain niveau d'opinion. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire ça? Il y a d'autres écoles de pensée qui préconisent l'utilisation du hasard pour aller chercher une représentation de l'opinion, comme par exemple les jurys de citoyens. Ça, c'est utilisé en Europe. Sur certaines thématiques, on appelle au hasard à partir évidemment d'une série de critères et on constitue un groupe de personnes qu'on va informer, documenter pendant un certain nombre de fins de semaine et ensuite on leur demande de s'exprimer sur un projet. Est-ce qu'on devrait aller dans ce sens-là? C'est des nouvelles façons de faire, des nouvelles approches. Nous, pour l'instant, ce qu'on a essayé de faire pour assurer un débat costaud, c'est qu'on a déployé nos activités en ateliers thématiques, en exposition, en journée porte ouverte, en invitant parfois des experts de la société civile ou des experts disciplinaires à venir s'exprimer. On a fait des colloques, des forums. Alors, c'est ça qu'on a utilisé comme moyen. Est-ce qu'on devrait aller plus loin et si oui, dans quelle direction? Un accès à toute l'information rendue disponible. Alors, effectivement, on met tout ce qu'on a sur Internet. Mais est-ce que tout ce qu'on a est suffisant pour faire une bonne analyse des dossiers qui nous sont proposés? Alors, au niveau des acquis, on considère que les dossiers qui sont déposés par les promoteurs sont plus étoffés qu'ils l'étaient avant. Ça, et on peut le démontrer par des tableaux, des graphiques. Mais il y a des enjeux qui sont orphelins. On ne les trouve jamais couverts dans les dossiers déposés par les promoteurs, puis c'est des enjeux, à mon avis, majeurs. Tout ce qui est socio-économique. Très, très rarement, on a des chapitres ou des analyses là-dessus. Parce que les promoteurs, jusqu'à maintenant, dans leurs projets, ils travaillent surtout avec des experts en architecture, en urbanisme, en aménagement du territoire. Alors, ils arrivent avec une documentation assez étoffée là-dessus. Circulation, stationnement, ça peut être intéressant aussi. Mais tout ce qui est enjeu social, là, il n'y a rien, ou presque rien. Et économique et commercial de la même manière. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de la nécessité de demander aux promoteurs d'avoir des données là-dessus, pour le moins? Est-ce que dans certains cas, quand on va en planification, en exercice de planification, on ne devrait pas utiliser l'approche par scénario? C'est très imagé, ça aide à faire des comparaisons. Pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là. C'est sûr que c'est exigeant, mais c'est payant par la suite aussi au niveau de l'expérience que les citoyens vivent en consultation publique. Partage des savoirs, donc un espace public de dialogue utile, mais aussi par le partage des savoirs. Notre objectif, c'est de stimuler la réflexion, la discussion, de mettre en présence les savoirs d'usagers, les savoirs d'experts, de sortir du seul contexte de l'intérêt personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme acquis dans ce volet-là? Ben, on considère que par nos panels, par nos forums spécialisés, par les comités de travail aussi, je pense à celui qu'on avait mis sur pied à l'occasion de l'exercice sur les ateliers du CN, on a réussi à faire se rencontrer les usagers et les experts. Mais il y en a qui vont plus loin.
Par exemple, chez les Français, la Commission nationale du débat public utilise ce qu'elle appelle les cahiers d'acteurs pour permettre un brassage d'idées. Évidemment, eux travaillent sur des très grands projets, par exemple, d'infrastructures en France, mais il pourrait y avoir adaptation de cette technique-là ici aussi. Alors, qui sont les acteurs qui sont sollicités? On peut demander, par exemple, à la Direction de la santé publique, en amont de l'audience. Alors, avant qu'on commence, de regarder le dossier puis de dire ce qu'ils en pensent. Et ça fait partie de ce qu'ils appellent un cahier d'acteurs. Alors, la Direction de la santé publique peut être un intervenant, mais il peut y en avoir d'autres. Alors, ça veut dire que quand on commence, évidemment, ça ne s'appliquerait pas à tous les projets. Il faudrait quand même quelque chose d'assez consistant, un grand projet. Il y a des contributions qui sont déjà données, inscrites au dossier, d'acteurs publics ou d'acteurs privés qui ont des choses à dire et qui mettent ça sur la table. Et donc, le citoyen, il peut prendre connaissance du dossier, mais aussi prendre connaissance de ce que certains acteurs en disent. Là, j'avance pas assez vite. Alors, l'espace public de dialogue utile, 4e point, la mémoire des débats en vue d'une décision. Et là, je voulais simplement vous rappeler comment, pour nous, le rapport est un élément majeur, très important. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire par les rapports? Les 3 points qui sont mentionnés là, correspondent à ce que les rapports cherchent à faire. Donc, un état des lieux, des savoirs, des arguments, des raisonnements, des suggestions, mais aussi un examen du projet au regard des gains pour la collectivité en tenant compte de la viabilité du projet. Alors, ce que ça donne, au niveau de l'état des lieux, c'est des questions, des préoccupations, des valeurs, des enjeux, des coalitions. Au niveau de l'examen, on est parfois au niveau des enjeux de proximité. Tout à coup, on monte au niveau des enjeux de l'arrondissement, des enjeux inter-arrondissement. On essaie de retenir les idées aussi qui sont porteuses d'avenir, qui sont originales, même si ce n'est pas tout le monde qui les partage. Et les contraintes qui ressortent. Ça aussi, il faut mettre ça dans le paysage pour que les gens puissent avoir un portrait complet. Et quand on en arrive à faire des recommandations, on tient compte des politiques municipales en cours, conformité, écart aux politiques en cours, quels sont les choix à faire, quels sont les arbitrages à faire et est-ce qu'il y a des voies de passage. Alors, ça, c'est les éléments du rapport qui, quant à nous, devraient être utiles aux décideurs par la suite. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? En 2009, on vous a présenté un premier bilan qui essaie de faire la démonstration que effectivement, il y avait une certaine contribution du débat public à rendre la ville plus solidaire. Puis là, on est allé, rappelez-vous, en utilisant l'introduction des logements sociaux, entre autres, comme un des critères, plus convivial au niveau des espaces verts, plus fier de son identité. Et on s'en vient avec 2 autres cahiers. Un premier qui va porter sur la contribution du débat public à la protection et à la mise en valeur du Mont-Royal. Ça, c'est très intéressant d'aller voir. On va essayer de faire un événement juste pour parler de ce document-là. Il y a une de nos recherchistes qui a fait tout l'inventaire des mobilisations citoyennes depuis, mon Dieu, l'arrivée de Jean Cartier. Là. Elle a commencé avec des événements symboliques avec la croix qui est plantée sur le Mont-Royal. Mais elle a fait toute la recherche pour dire quels ont été les objets de mobilisation citoyenne sur le Mont-Royal, autour du Mont-Royal, quels ont été les résultats. Et ça défile là, jusqu'à ce que l'arrondissement historique et naturel soit décrété. Alors, c'est plein de petites histoires, de petits faits sociaux super intéressants. Ça, c'est la première partie du document. Et la deuxième partie essaie de faire ressortir les messages récurrents qui sont issus d'une dizaine de consultations publiques qui touchaient le Mont-Royal, comment la Ville en a tenu compte et quels sont les enjeux, les opportunités qui vont se présenter autour du Mont-Royal. Ça, c'est pour le Mont-Royal. Et on est en train d'en préparer un autre aussi sur la contribution du débat public à la revitalisation des friches urbaines. Celui-là, il va peut-être prendre un petit peu plus de temps là, avant d'arriver dans le public. Alors, juste pour vous donner une idée sur la montagne, des éléments qu'il y a dans le rapport,
Je vous ai parlé des mobilisations et de l'engagement citoyen. Depuis 2005, on a retenu 10 projets qui sont allés en consultation publique à l'Office et qui ont touché le Mont-Royal. Sur les messages récurrents, il y a des éléments qui ressortent. Je fais juste là, vous en lancer quelques-uns. Le Mont-Royal est un bien patrimonial collectif, perçu comme fragile, constamment menacé. Il faut en renforcer la protection à long terme. Développer sur la montagne est un privilège. Ça entraîne des responsabilités et ça doit être accompagné de compensations. Par ailleurs, la montagne doit être accessible. Comment est-ce qu'on tient compte de tout ça? Les enjeux, les opportunités, la mise en application des régimes de protection, de mise en valeur, les gens s'interrogent autour de ça. Où est-ce qu'on en est? Le maire avait dit à un moment donné, tout ce qui est vert doit rester vert. Bon. Puis les fonctionnaires nous avaient dit, quand on a parlé du plan, il faut que la biodiversité se développe sur le Mont-Royal. Bon, où est-ce qu'on en est? Ça fait quand même un certain temps. Les vues. Est-ce qu'on a protégé? Quelles vues on a protégées à partir du Mont-Royal vers le Mont-Royal? Comment est-ce qu'on applique le concept de capacité limite et comment est-ce qu'on le met en parallèle avec l'accès à la montagne? Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire là-dedans? Évidemment, le changement de vocation de certaines propriétés institutionnelles, ça va créer des enjeux, mais ça peut aussi créer des opportunités. Alors, c'est un autre élément. Et toute la question des accords de développement, qu'est-ce qu'on fait avec les accords de développement? Qu'est-ce qu'on devrait y inclure et comment en faire un outil majeur dans les relations entre les promoteurs, la ville et les citoyens? Deuxième élément, le forum égalitaire et inclusif. Donc, ce qu'on cherche à faire au niveau des objectifs, c'est de donner une chance égale d'être écouté et pris en compte. Quelques acquis, un dispositif qui favorise la prise de parole. Donc, on a, peut-être certains d'entre vous vous ne le saviez pas, il est arrivé assez souvent que des citoyens nous demandent des sessions de formation avant une consultation publique. Au fond, c'est comment ça marche, les consultations publiques, on voudrait savoir. Puis, il y en a même qui sont allés jusqu'à dire, dites-nous comment est-ce qu'on fait pour vous influencer. Et ça mérite d'être clair. On est allé, on a fait ça avec eux, on a joué le jeu pour qu'ils s'équipent et qu'ils soient donc en mesure de bâtir des opinions les plus approfondies possibles, les plus solides possibles, et qu'ils soient capables d'influencer. Et je vous ai parlé des médias sociaux et il y a aussi, je pense, et il faut le mentionner, l'attitude des commissaires qui est très importante pour que les citoyens se sentent écoutés. Notre travail pour faire en sorte que cet apprentissage à la citoyenneté soit une réalité, on pense que c'est un acquis, mais qu'il faut constamment consolider parce que ça peut changer de forme. La pratique les moyens qui nous permettraient de développer avec le citoyen cette occasion d'apprentissage à la citoyenneté doit changer de forme. Il y a aussi le rendu que les rapports font des préoccupations. Et là, on fait les préoccupations, on y va au niveau des préoccupations de tout le monde et des représentations faites par tout le monde. Et ça reste important chez nous, c'est le chapitre 2 des rapports d'audience. Les défis, donner une voix aux sans-voix. Et là, je fais référence un peu aux chercheurs qui sont dans la salle. Quand on regarde la littérature sur la consultation publique, il y a tout un groupe de chercheurs qui dit « est-ce que ça a vraiment permis à ceux qui, de toute façon, étaient des plus défavorisés dans la société ou des plus faibles d'avoir une voix dans la prise de décision? » Et je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, qui on veut viser en particulier? Et jusqu'à quelle devrait être notre cible là-dedans? À partir de quand on devrait commencer à être content ou pas content? C'est pas clair. Et on se pose constamment la question, puis pour l'instant, on n'a pas de réponse. Alors, encore une fois, on la soulève et ça fera partie du bilan qui va circuler un peu partout après le forum d'aujourd'hui. Faire un forum égalitaire et inclusif, ça veut dire aussi donner l'occasion de créer un lieu d'influence. Un lieu d'influence, Jimmy? Voilà. Alors, quels sont nos acquis de ce côté-là? Pour les élus et les décideurs, je pense que les rapports donnent tous les détails sur les représentations. Donc, on fait un portrait fidèle des représentations. Si les gens veulent savoir, si les élus veulent savoir, ou les décideurs, promoteurs veulent savoir qui pense quoi, ils peuvent référer au rapport de l'Office. Et on pense qu'on a
audience de la part des élus au moment de la décision. Puis, on commence à avoir une certaine réputation internationale. Je le mentionnais à certains des commissaires de l'Office. Il y a un organisme en France qui s'appelle Décider ensemble, qui, à l'occasion de la campagne à la présidence française, a acheminé à M. Sarkozy et à M. Hollande à l'époque la recommandation de créer des offices de consultation publique partout sur le territoire français, au niveau des territoires. Il y a la ville de Porto Alegre qui est en train de créer son office de consultation publique. La ville de Bordeaux s'est beaucoup inspirée de ce qu'on fait ici. Donc, on commence à avoir une certaine réputation, puis jusqu'à un certain point, c'est intéressant parce que ça nous ouvre aussi les portes de ce qui se fait ailleurs. Des défis. Le fameux suivi. Moi, je pense que depuis que je suis à la présidence de l'Office, chaque année, les gens sont revenus en disant « Oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir si les recommandations que vous avez faites ont été suivies? » Et il y a des améliorations sérieuses qui ont été faites là-dessus, entre autres dans l'arrondissement Ville-Marie, puis je pense aussi dans le sud-ouest. Quand on est allé en consultation, qu'on a remis un rapport, les fonctionnaires ont fait une espèce de tableau où il y a les recommandations de l'Office d'un côté, il y a les commentaires des fonctionnaires, puis il y a les recommandations des fonctionnaires aux élus. Et ce rapport-là, ce tableau-là est rendu public. Alors ça devient intéressant. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit demander une réponse systématique de la part des élus? Nous, on l'a déjà fait dans un de nos rapports annuels. Et là-dessus, je voudrais vous donner, encore une fois, l'exemple du cas français. En France, la CNDP, mais c'est maintenant inscrit dans la loi, sur des grands projets. Il y a une obligation qui est faite aux promoteurs, dont les projets vont s'étirer sur plusieurs années, mettons 5 à 10 ans, de définir son programme de suivi auprès des citoyens. Comment il va informer les citoyens de l'évolution de son projet. Et la Commission nationale du débat public est garante de l'application de ce programme-là. Est-ce qu'on peut penser à ça ici ou à une formule qui ressemble à ça? Est-ce que ça pourrait être intéressant au niveau du suivi d'impliquer les promoteurs? Une bonne question. Donc, pour finir, on pense qu'on a eu une certaine contribution à la construction de l'action publique, à la fois en termes d'aide à la décision, pas uniquement des élus, mais aussi des autres décideurs, et en matière aussi d'apprentissage à la citoyenneté. Dans un sens, on essaye de faire sortir du contexte de la confrontation ou du contexte de la seule recherche de la conciliation des intérêts personnels pour en arriver à construire des gains collectifs puis à identifier des chemins d'équilibre. Au niveau de l'apprentissage à la citoyenneté, comme je vous le disais tout à l'heure, on essaie de faire en sorte que les citoyens comprennent mieux les enjeux pour qu'ils soient capables de prendre des positions plus influentes. Alors, de tiers neutre, indépendant, garant de la transparence du processus, garant de l'équité, de l'inclusion, on se perçoit aussi et on se donne aussi comme mission d'être des aides à la décision, puis des élus, c'est sûr, c'est eux qui nous mandatent, c'est eux qui reçoivent nos rapports, mais aussi d'autres décideurs dans la société quand ils sont concernés, les promoteurs au premier chef, mais de d'autres qui peuvent être concernés par les enjeux. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Raphaël Fischler a ouvert certaines avenues. On est là pour en discuter, on est là pour vous entendre. Pour nous, il y a toutes sortes de possibilités, mais je m'arrêterai là. Peut-être vous donner un bilan en chiffres rapidement. 103 consultations. Les arrondissements les plus visités, Ville-Marie, Sud-Ouest, Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension. Plus ou moins 25 000 citoyens présents, 2 000 mémoires ou opinions exprimées. Plus du tiers sont des mémoires de citoyens. En 2011, 53 000 visiteurs sur le site Internet, 3 fois plus qu'en 2010. Et puis, il y a un sondage qui vient de sortir qui, au niveau de la notoriété, soutient qu'à peu près 18 % des Montréalais ont déjà entendu parler de l'Office de consultation publique de Montréal. Alors, il y a des bons coups, il
il y a sûrement des mauvais coups. On nous les souligne de temps à autre. Puis il y a des lacunes, c'est sûr. Il y a des pistes à élaborer pour s'améliorer. Et c'est un peu avec vous qu'on souhaiterait en discuter. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy.